Bonjour à tous. Alors on va commencer. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence. C'est un grand merci que je vous adresse pour assister à cette conférence. Alors j'ai l'honneur d'accueillir Célia Himmelfarb. Elle est maître de conférence à Sciences Po Grenoble. Elle est directrice du master Amérique latine et du master gouvernance régionale à Sciences Po Grenoble. C'est une ancienne coordinatrice d'un programme de l'Union européenne, Europe et Amérique latine. Elle a également travaillé à la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU. Donc c'est un honneur pour moi de l'accueillir. Ensuite, je vais introduire très rapidement le sujet de la conférence. L'Amérique latine et les USA au XXIe siècle. Alors on peut parler du Brésil avec son système de politique en friche. On peut parler de Cuba et du revirement de la politique américaine depuis les élections. On peut aussi parler du Mexique à propos de l'ALENA, du problème de la drogue ou encore de son système médiatique qui se modifie. Et à partir de maintenant, je vais laisser parole à Célia Himmelfarb. Ou alors, vous m'entendez? Bonsoir à tout le monde. Bon, il a présenté, donc je ne me présenterai pas. Mais quand même, je vais dire deux mots. Je suis toujours très heureuse d'être ici à l'EGEM, École de Management de Grenoble, parce que je suis enseignante aussi, dans le sens que je peux faire un cours sur les dynamiques latino-américaines. C'est la 7e fois que je participe au Festival de géopolitique, et toujours dans l'auditorium, et c'est un grand plaisir pour moi que vous êtes là et qu'on va travailler pendant une heure différents thèmes que je pense qui sont d'une grande actualité. Bien sûr, je travaille à Sciences Po, et Sciences Po travaille beaucoup avec GEM aussi, et on réfléchit beaucoup à la problématique à l'heure actuelle sur les États-Unis et l'Amérique latine. Vous avez eu beaucoup de conférences sur les États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Turquie, les États-Unis et l'Asie, etc., etc. Moi, comme je suis spécialiste Amérique latine, je suis née en Argentine en plus, ça veut dire qu'on peut travailler sur ces thèmes-là aujourd'hui. Je vais diviser mon travail en général, si vous voulez, pour parler des relations des États-Unis et l'Amérique latine en général. Quels étaient les clivages aussi en général entre Barack Obama et Donald Trump. Mais après, je vais passer à analyser certains cas particuliers qui sont effectivement Cuba, à l'heure actuelle, qui est un gros sujet. Vous savez qu'il y a des élections au sein du Parti communiste cubain, bien sûr, en avril prochain. On connaît les noms déjà. Hein. Et puis, les va-et-vient des relations bilatérales entre les États-Unis et Cuba ne sont pas simples du tout, vous le savez très bien. Mais on va faire l'historique un peu. Et aussi, un problème qui est assez important des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine au XXIe siècle, c'est le Venezuela. Vous savez qu'il y a une crise terrible, une crise humanitaire, une crise politique. Il y aura aussi des élections au mois de mai, mais la situation est assez dramatique. Et donc, voir quel est le positionnement des États-Unis par rapport au Venezuela, il me semble qu'il est très intéressant aussi. Le Mexique, avec tout le corte, si vous voulez, des problèmes de la construction du mur, de la renégociation de l'ALENA, des relations entre le Mexique et les États-Unis historiques, le je t'aime moi non plus. Il y avait un président mexicain qui disait pour le Mexique, si loin de Dieu, si près des États-Unis. Vous voyez, donc c'était déjà annoncé la couleur. Et puis un petit peu, parce que Oscar Levesque a annoncé certaines choses, il parlait des systèmes brésiliens en fiche politique. Et est-ce que les États-Unis participent ou pas au fait de cette dégringolade politique du Brésil? Mais on peut élaborer un petit peu et discuter qu'est-ce qui se passe. Il y a des élections aussi au Brésil. Et toujours, le Brésil était à des moments très proches des États-Unis, quand il y a eu des dictatures, et loin quand il y a une construction démocratique aussi. Donc, il me semble aussi, et mon dernier sujet, vous voyez qu'on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui, c'est le problème libre-échange protectionnisme. Trump s'érige comme un protectionniste, et or, il y a plein de blocs régionaux en Amérique latine des libre-échange. Et surtout l'ALENA dont font partie les États-Unis. Et aussi les liens, si vous voulez, entre l'Alliance pour le Pacifique, qui était créée par Barack Obama pour faire face à la Chine, et qui est un espace de libre-échange, et les liens avec les États-Unis, et en général, comment l'Amérique latine, qui était un espace de colonisation européenne,
par la Grande-Bretagne, par la France, hein, surtout des îles des Caraïbes et la Guyane, par le Portugal, le Brésil et par l'Espagne, surtout de grands pays d'Amérique latine, passe à se séparer de l'Europe en grande partie, dépend des États-Unis, surtout fin du 19e, surtout le 20e siècle. Et à l'heure actuelle, la présence la plus forte, je dirais, c'est pas peut-être les États-Unis, bien sûr, toujours on dépend des États-Unis, mais la Chine, la présence de la Chine. Donc vous voyez qu'il y a géopolitiquement une transition de l'Europe vers les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une présence européenne. Le Mercosur est imprégné de la construction de l'Union européenne. Il n'y a pas la présence des États-Unis. Oui, en Colombie, l'Alliance pour le Pacifique est un projet commercial créé par les États-Unis, mais c'est la Chine qui est en train d'être la puissance prédominante au niveau des exportations, importations, prêts, et qui est en train de désindustrialiser l'Amérique latine. Et parce qu'eux, ils exportent des manufactures, l'Amérique latine va exporter des matières premières. Donc, on renvoie à une division du travail du 19e siècle, effectivement. Vous voyez, donc c'est très important de voir quelle est la place des États-Unis et le lien avec l'Amérique latine. Je démarre, d'accord? Après, il y aura des questions. Je vous laisse la place aussi pour poser des questions. J'aimerais vous dire que l'histoire des États-Unis et l'Amérique latine est assez complexe parce que les États-Unis ont été colonisés par le Royaume-Uni et donc ça marquait beaucoup la culture des États-Unis, le protestantisme, la notion de bénéfice, la notion de taux de profit, la notion de développement, etc. Et que l'Amérique latine était colonisée par notamment le Portugal et l'Espagne, qui étaient des puissances, je dirais, qui ont transmis les non-développements. Les non-développements. Ça veut dire que pendant des siècles, il y a eu un blocage économique énorme et qu'il n'y avait pas cette notion d'entreprendre du profit, du développement, des livres entreprises, entre guillemets, etc. Et ça crée une division très, très nette, très vite, si vous voulez, parce que les deux colonisations avaient des caractéristiques très différentes. Bien sûr, tous les processus d'indépendance en Amérique latine datent d'il y a plus de 200 ans. Ce n'est pas l'Afrique qui date des années 60, vous voyez, l'Algérie 62, le Ghana, le Guinée, etc., etc. Donc, ça, c'est très différent aussi de l'Afrique, avec je dirais, des indépendances récentes. Non, les pays d'Amérique latine ont vécu des indépendances il y a 200 ans. Donc, ils ont eu le temps de se refaire des États-nations, de se libérer, entre guillemets, etc. Sauf que il y a des liens commerciaux, politiques, toujours avec les États-Unis, qui ne dépendaient pas directement, hein, et très fort, très fort. En 1826, il y avait un député américain, James Monroe, qui a dit les États-Unis ne devraient pas se mêler des anciennes colonies européennes. Et les Européens ne devraient pas non plus se mêler de ces pays latino-américains. Et il a dit en plus l'Amérique pour les Américains. Et ça restait très marqué, si vous voulez. Pourquoi? Parce que l'Amérique pour les Américains, ça voulait dire nous interviendrons. Nous, lui, représentant les congrès américains, lorsqu'il y aura un problème. Et à partir de la doctrine Monroe, et c'est pas que les Européens participaient ou pas, non, c'est les États-Unis qui vont participer. Et tout de suite après, il y a eu l'annexion de la Floride, il y a eu l'annexion de la Californie, il y a eu l'annexion de Nouveau-Mexico, il y a eu l'annexion de l'Arizona, etc. Donc, Puerto Rico aussi. Et donc, vous voyez que c'est, oui, l'Amérique pour les Américains. Et toutes ces annexions, plus en Asie, Guam et Philippines, ont été complètement entérinées par les traités de Paris. Et donc, ça marquait, si vous voulez, que l'Amérique latine allait être du ressort, la cour arrière des États-Unis, à partir de cette doctrine Monroe. C'est un peu ce que les pays aussi, comme la France, ou la Belgique, ou l'Allemagne, en Namibie, disaient, l'Afrique n'est pas aux Africains, hein, l'Afrique était des pays colonisés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un petit peu la même prise de position, en quelque sorte. Sauf qu'il y avait 200 ans d'indépendance et que ça donne, si vous voulez, la composition des États-nations n'est pas du tout la même. Je voudrais dire aussi que
à partir de cette annexion du Mexique, le Mexique perd presque un quart de son territoire, hein, avec tout ce que les États-Unis restent, effectivement. Je vais demander à Oscar d'éteindre mon portable. Merci. Parce que ça va être pas drôle si ça se... en 1895 jusqu'à 1898, Cuba mène la guerre d'indépendance avec l'Espagne, aidée par les États-Unis. C'est incroyable. Et pour traiter maintenant tout de suite Cuba et les liens avec les États-Unis. À la suite de ces guerres d'indépendance, il reste encore 3 années, 1998, 1901, les États-Unis vont occuper Cuba. Et ils vont considérer que la dette que Cuba avait avec l'Espagne, parce que Cuba était débiteur de l'Espagne, il y avait une dette, on parlait de dette déjà. Et les États-Unis disent c'est une dette odieuse, Cuba n'a pas à la payer. C'est très intéressant, parce que vous savez que les pays d'Amérique latine, quand on doit payer la dette extérieure, jamais les États-Unis vont dire c'est une dette odieuse. Mais ils ont appliqué cette norme pour Cuba. Ils l'ont occupé 3 années. Ils partent en 1901, fin de l'année 1901, et ils amènent avec eux Guantanamo. Et je sais que Guantanamo, pour vous, ça vous dit quelque chose. C'est à partir de là, c'est une concession, ils appellent une concession, c'est pas une annexion, c'est une concession. Ils l'ont jamais rendu. Et c'est une base militaire au bord de la Caraïbe, tout près de Santiago de Cuba. À partir de l'histoire, si vous voulez, des années 50, avant la révolution cubaine, les États-Unis délocalisaient beaucoup d'activités, contrôlaient l'exportation de sucre, contrôlaient l'exportation d'alcool. Et puis, il y avait une installation pendant quelques années quand des membres de la mafia, Al Capone, Meyer, Slansky, ne pouvaient pas vivre à Chicago, New York, ils vivaient à La Havane. Et La Havane était une arrière-cour, si vous voulez, des États-Unis. Vous savez que la distance entre La Havane et Miami, au Key West, hein, que c'est la partie la plus proche de Cuba, et Orléans-Paris, pour vous imaginez la proximité, si près, les deux pays. Donc, toutes ces années de Batista, qui était un dictateur, les États-Unis l'ont soutenu, et puis il y avait des activités, et il y avait une misère colossale. Donc, on le sait, on le connaît parfaitement. À partir de l'année janvier 59, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara arrivent à La Havane parce qu'ils avaient déjà, depuis la Sierra Maestra, que c'est, je dirais, une montagne, moyenne montagne, près de Santiago de Cuba, commencent à regagner la campagne, les ouvriers, etc., les étudiants, et ils arrivent à La Havane. Janvier 1959. Depuis janvier 1959, ils sont au gouvernement. Soit Fidel Castro jusqu'à 2006, soit Raúl Castro jusqu'à 2000, maintenant, mois d'avril, va changer. Donc, vous imaginez que c'est plus de 59 ans de gouvernement. Et ça marque quoi? Au début, la révolution cubaine était vue avec une auréole de romanticisme révolutionnaire. The Times, Newsweek venaient interviewer les guerrilleros à la Sierra Maestra, etc. Mais après, ils commencent à voir qu'il y a des nationalisations. Les Cubains partent, si vous voulez, les Cubains qui détenaient les industries du sucre, les industries du rhum, etc., quittent, ils partent aux États-Unis, un départ massif. Il y a des quartiers entiers de La Havane qui sont restés vides, hein, Alveda, d'autres. Et puis, il y a comme une radicalisation, je dirais, de la révolution cubaine. Et puis, moi, l'année 61, ça devient très difficile parce que Cuba est déjà dans les girons de l'ex-URSS et il y a la crise des missiles, en pleine guerre froide, le Cold War. Hein. Et je peux vous assurer que c'était une époque très dure au niveau international parce qu'on a frôlé une 3e guerre mondiale. On l'a frôlé. Ça veut dire qu'il y avait effectivement, il n'y avait pas des satellites comme à l'heure actuelle, qu'on a une visibilité parfaite si vous coupez les ongles ou si vous regardez un miroir. Non, on pouvait photographier. Et il y avait constamment des avions américains qui passaient dans l'île de Cuba. Vous savez où c'est, hein, il y a 1200 km hein, de l'ouest à l'est, Cuba.
Et ils se sont aperçus qu'il y avait des installations militaires et qu'il y avait des missiles. Et qu'il y avait des missiles avec des pointes nucléaires adressés vers les États-Unis. Il y avait Kennedy comme président et Fidel Castro au Cuba et Kennedy, bien entendu, aux États-Unis. Donc, ça commence à être très, très difficile. Cette crise était résolue de la manière suivante. Heureusement qu'il y avait Khrouchtchev à ce moment-là, en ex-Union soviétique, parce qu'il a pu dialoguer, on va dire. Peut-être à l'heure actuelle, on ne dialoguerait pas du tout avec Poutine, mais je crois qu'à l'époque, on a pu un peu, entre guillemets, dialoguer. Les États-Unis voulaient que ces missiles à tête nucléaire soient enlevés, qu'ils partent là, que les États-Unis n'aient pas à 100 km de missiles de portée qui pouvaient les atteindre, mais Cuba et l'ex-Union soviétique ont demandé, OK, on enlève les missiles, mais vous enlevez les missiles à tête nucléaire postés en Turquie par rapport contre l'ex-Union soviétique. Et c'était vrai aussi. Donc on le dit moi, mais c'était une crise des missiles comme ça. Donc ils ont enlevé les missiles de la Turquie, ils ont enlevé les missiles de Cuba. Il y a eu quand même Cuba, les États-Unis ne se résignaient pas qu'il y avait un pays marxiste à côté de ses frontières, aligné à l'ex-Union soviétique, aligné après au tiers-mondisme, à l'Algérie, etc., etc. Vous voyez, c'était le tiers-monde très fort, mais ce n'était pas un tiers-monde. Je crois que c'était un alignement plutôt vers l'ex-Union soviétique. Il y a eu l'invasion de la baie des Cochons, donc des plages à Giron, un échec complet. C'était des Cubains qui avaient émigré vers Miami et qui sont venus armés et ils n'étaient pas préparés. Et là, c'était un échec cuisant. C'est une humiliation pour les États-Unis. Ils n'ont plus jamais tenté d'envahir Cuba. Ils ont toujours essayé de négocier. Mais pendant très longtemps, je vous dirais jusqu'à 2014-2015, Cuba a été considéré comme un rogue country, ça veut dire un État terroriste qui met en question les systèmes politiques des États-Unis. Vous voyez, c'est récent qu'il n'est plus un pays voyou, comme on l'appelle, rogue country. Oui. Toute la période de Kennedy était difficile, et puis toute l'Amérique latine a vécu la guerre froide. Donc on s'alignait soit vers les États-Unis, il y avait des gouvernements qui étaient alignés vers les États-Unis, soit c'était l'ex-Union soviétique, et quand il naît le tiers-monde, les pays non alignés, c'était un faux alignement. Je suis très critique du mouvement des non-alignés, parce qu'en fait, ils n'étaient pas non-alignés, ils étaient alignés à l'ex-Union soviétique. Ils n'étaient pas si libres du choix, en quelque sorte. Et à ce moment-là, les États-Unis passent des années sans négocier. Il y a des textes, des lois assez impressionnantes qui sont installées, notamment à la période Bill Clinton, la loi Torricelli, Helms-Burton, qui disent à toute entreprise qui travaille avec Cuba, toute banque qui travaille avec Cuba, on va la punir. Donc, c'est des amendes, des pénalités, des boycotts, etc. Donc, c'était très clair. Bill Clinton. Madeleine Albright était une des personnes les plus, je dirais, les plus réticentes à toute négociation avec Cuba. Elle est née en République tchèque. Il faut que vous compreniez ça. Elle vivait la bipolarité politique, en quelque sorte, très fortement. Donc, c'était des périodes très difficiles jusqu'aux années, je dirais, très récentes, l'année 2013, 2014, où commencent les négociations entre les États-Unis, directes, et Cuba. Et comment on peut négocier? Comment on peut dialoguer si on ne s'est pas parlé pendant 50 ans? C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais vous dire certains éléments. Qui est intervenu dans les dialogues entre Cuba et les États-Unis? Ça, c'est intéressant, parce que les États-Unis, ils ont dit, bon, on ne peut pas envahir, ils ne vont pas changer de régime. Et puis, il y avait une complicité, il y a eu l'embargo, vous savez très bien, l'embargo depuis 1961, et puis la mise à l'écart, je dis la mise à l'écart de l'Organisation des États américains. Ce n'était pas une exclusion, c'était une mise à l'écart parce que Cuba fait partie à nouveau de l'Organisation des États américains depuis 2009. Comment les dialogues s'étaient rétablis entre Cuba et les États-Unis? Barack Obama a joué un rôle essentiel, et Raúl Castro, pas Fidel. Fidel Castro n'a jamais voulu négocier avec les États-Unis. Il n'a pas reçu Barack Obama, il a reçu en 2015, mais François Hollande, mais pas du tout Barack Obama. Et il n'était pas pour qu'il y ait des relations diplomatiques, ni l'ouverture du tourisme, rien.
Donc Raúl Castro, à ce niveau-là, il y a des clivages entre Raúl et Fidel dans le sens de l'ouverture ou non-ouverture et comment on compose avec cette autre réalité. Dans un pays qui est à 100 km, vous voyez, un petit pays par rapport aux États-Unis, mais avec une identité très forte et une définition politique, parti unique, économie centralement planifiée, l'armée a 80% de l'économie, 80% de l'économie, surtout les tourismes, etc. Il y a seulement 600 000 personnes maintenant avec l'ouverture parce qu'il y a des gens qui sont des autres entrepreneurs. Et auto-entrepreneur, ça veut dire je loue une chambre dans une maison, je sers à manger à 4-5 personnes. Vous voyez, c'est pas non plus la création d'une entreprise, une PME, etc. Barack Obama s'est basé beaucoup sur Georgetown University. C'est une université d'origine jésuite, et les dialogues commencent. Cette université de Georgetown, que je connais bien, est toujours fait nommer un secrétaire des affaires latino-américaines qui vient de Georgetown. Donc, il y a un lien, si vous voulez, déjà entre le département d'État et cette université qui est jésuite. Par ailleurs, Monseigneur Ortega, qui est aussi jésuite, qui est l'archevêque de Cuba, qui a joué un rôle déterminant. Et puis, la diplomatie du Vatican. Vous savez très bien que le pape est jésuite. Donc, il y a eu la filière jésuite, si vous voulez, en marche, pour parler entre Cuba et les États-Unis. Il faut dire, il y a une diplomatie, il y a beaucoup d'ouvrages sur ce thème-là. Et la diplomatie du Vatican qui s'est mise en marche, les États-Unis par Georgetown University, et puis Monseigneur Ortega. Il y a eu 2 ans de dialogues, 2 réunions secrètes à La Havane, 2 réunions secrètes à Washington, des négociations combien de prisonniers il fallait libérer d'un côté et d'un autre, parce qu'il y avait des prisonniers américains, surtout un très emblématique, Gross, qui travaillait à la USAID, ça veut dire une agence de coopération américaine, et puis il y avait des Cubains qui ont été prisonniers à Washington. Ils les appellent des espions, hein. Les uns et les autres disent toujours que ce sont des espions. Mais il y a eu des pourparlers très très serrés pour qu'ils puissent se libérer les uns les autres, pour l'installation des relations diplomatiques, parce qu'il y a une ambassade des États-Unis à La Havane. Peut-être que si vous connaissez, elle est à côté de Malecón, donc à l'Atlantique. Mais c'était la Suisse qui avait la délégation commerciale pour les États-Unis. La Suisse représentait les États-Unis. L'intervention des Vatican, l'intervention de l'OTAN, et du côté cubain, une grande volonté d'ouvrir l'espace économique. Pourquoi ? Parce que les pays qui fournissent le pétrole et autres, c'est le Venezuela, et le Venezuela était rentré en crise depuis 2013 fortement. Donc vous savez qu'il n'y avait pas ni l'aide de l'ex-Union soviétique depuis longtemps, Poutine peut les aider, mais ce n'est pas la puissance la plus importante. La Chine aide beaucoup Cuba, mais et l'Iran. Aussi. Il y a des accords de coopération très importants en pétrole, biotechnologie, sécurité, etc. Et ça, c'est un aspect. Donc, Cuba, à 5 km des États-Unis, est un condensé de beaucoup de choses que Trump, à l'heure actuelle, n'aime pas aussi. Voilà, ça, on va arriver à Trump. Et 14 décembre 2014, il y a une déclaration conjointe, une après-midi. Raúl Castro à La Havane, Barack Obama à Washington, ils disent nous allons désormais rétablir les relations diplomatiques. Et c'était extraordinaire parce qu'il y a eu un effet positif. Le peuple cubain a été très content. Barack Obama est très, très populaire à Cuba. Il est d'origine américaine et d'origine africaine. Il ne faut pas l'oublier. La grande population cubaine est aussi d'origine africaine et ça comptait pour eux beaucoup. Et puis il est sympa, etc. Donc il se sentait très très à l'aise à Cuba. Il a reçu au Théâtre National les autorités, les jeunes, les universitaires, etc. Donc ouverture et au niveau économique, quoi ? Que les Américains pouvaient voyager, qu'ils n'étaient pas pénalisés avec une amende de 15 000 € parce qu'ils allaient à Cuba, c'est énorme. Hein. Ensuite, et grands accords commerciaux au niveau agroalimentaire. Cuba importe 80% de sa nourriture. Ils produisent très peu. 80% de la nourriture. Et qui fournit surtout les produits agricoles ? Ce sont les États-Unis. Le soja, le blé, le maïs et autres. Et Cuba exporte des médicaments, des biotechnologies, du nickel et du sucre, très peu maintenant. Maintenant, très peu.
Donc, vous voyez que c'est très difficile. Donc, ils étaient dans une situation, et puis l'ex-Union soviétique les avait lâchés en 1991, le période spécial, où les Cubains avaient 1200 calories par jour, et ils ont vécu très mal, très mal. Mais Barack Obama représente une belle ouverture, sauf que à la fin de son mandat, comme déjà Trump était élu le 8 novembre 2016. Barack Obama décide qu'il va abroger la loi, ça dit en espagnol, je vais vous traduire en français, pies mojados, pies secos, pieds mouillés, pieds secs. Ça veut dire quoi? Que tout Cubain qui traversait la mer, qui avait les pieds mouillés, arrivé au territoire américain, il avait les pieds secs. Ça veut dire l'obligation d'accueil. Et Barack Obama dit, puisque nous avons des relations diplomatiques et double reconnaissance bilatérale, il n'y a plus cette instance qu'on vous reçoit les Cubains. Et c'était très mal vécu à l'intérieur de Cuba. Je me souviens que j'ai pu visiter Cuba à ces moments-là. Et ça a été très dur parce que pour eux, toujours, même si les États-Unis ouvrent les relations diplomatiques, ils cherchent à partir. Une grande partie des Cubains sont partis. Il y a des millions de Cubains à Miami, en Europe, etc. Après, je vais parler de la quantité d'argent qu'ils envoient à Cuba, qui est la première source de revenus, avant le tourisme, avant le nickel et avant le sucre. Vous imaginez. Donc, ça, c'était mal vécu. Trump arrive. Et Trump dit tout de suite, même dans la campagne, et même entre le 8 novembre qu'il est élu et janvier qu'il assume la passation des pouvoirs, il dit c'est un gouvernement non démocratique, c'est une dictature communiste. Je ne suis pas d'accord avec les accords que Barack Obama a signés. Donc on va les défaire, on va les détricoter. Il a commencé à détricoter. Alors, il y a deux choses que vous allez voir par rapport à Trump et d'autres pays. Il y a des choses qu'il déclare. Qui dit, vous savez qu'il est intempestif, qu'il déclare beaucoup de choses, qu'il tweete beaucoup, etc. Il y a un décalage énorme entre ce qu'il tweete et ce qu'il fait réellement. J'observe dans beaucoup de pays, il dit on va faire ceci, cela, et après il le fait pas, mais il a les congrès aussi. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il est dans un pays qui a la séparation des pouvoirs et qui a un parlement et qui a un pouvoir judiciaire aussi. On l'a vu avec les affaires des immigrés. Il dit on va détricoter la relation, et il y a un discours à Miami en août de l'année dernière, 2017, qui dit « Pourquoi je vais commencer avec Cuba pour bénéficier de l'armée qui détient 80% de l'économie ?» C'était imparable. Ces chiffres des 80%, c'est exactement le chiffre qui, la France, nous travaillons avec ces chiffres, c'est les secrétariats du commerce extérieur de la France qui nous le donnent. 80%, Trump dit 80%. Il ne s'est trompé pas, les chiffres étaient bons. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec ça, vous voyez? Donc il dit, pourquoi je vais travailler avec Cuba si l'armée va bénéficier et va reproduire le système des partis uniques, dictature, etc. Donc c'est un pas en arrière assez important, mais il y a des choses qu'il signale effectivement. Jusqu'à présent, où on en est par rapport à Trump et Cuba, beaucoup moins de touristes américains arrivent à Cuba. Il faut demander beaucoup d'autorisation quand vous êtes universitaire ou humanitaire, etc. C'est très difficile, il met beaucoup de limites. Mais en même temps, il ne peut pas empêcher les lobbies agricoles américains de commercer parce que le lobby agricole américain est contre Trump. Il veut continuer à commercer avec Cuba. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, Trump peut dire des choses. Et une autre chose, c'est qu'est-ce qui passe dans la réalité par la suite. Donc, la relation, Trump a détricoté beaucoup de choses que Barack Obama a fait, mais il n'a pas rompu les relations diplomatiques. Il y a quand même des Américains qui vont, et les échanges commerciaux continuent. Mais il y a moins d'investissement, objectivement. Alors, il y a deux choses qu'il veut faire Trump qui sont dangereuses pour les Cubains. Les familles qui vivent des virements internationaux, vous savez ce que c'est la remesas en espagnol, ça veut dire les virements internationaux que les familles dans le monde envoient aux Cubains. C'est la première source de revenus, 5,2 milliards de dollars. C'est énorme, énorme. Je disais plus que le tourisme, plus que les exportations de nickel, du sucre et des médicaments et des biotechnologies. Donc les Cubains vivent avec ces transferts internationaux, ça les aide énormément. Bien sûr qu'ils ne vont pas donner cet argent au gouvernement cubain. J'ai assisté la semaine dernière à Paris à un colloque qui disait « Mais est-ce qu'on peut utiliser ces transferts pour le développement de Cuba ?» Oui, on pourrait, bien sûr. Mais les Cubains n'achèteront pas des bons du Trésor de la Banque centrale cubaine, de Cuba. C'est exclu. Ça serait une contradiction énorme.
Et on dit aussi que beaucoup de ces transferts partent après au Canada et au Mexique, effectivement. Sont vendus au marché parallèle, ils partent après. La relation actuelle entre Cuba et, je dirais que Trump a renforcé un aspect difficile du gouvernement cubain, que Barack Obama avait pu dialoguer, ouvrir un peu plus. L'Union européenne n'a pas cette attitude. L'Union européenne pense qu'il faut se rapprocher, qu'il faut négocier, qu'il faut ouvrir Cuba par les dialogues. Trump pense qu'il ne peut pas dialoguer. Lui, il ne peut pas dialoguer avec Cuba parce que c'est pas par pure idéologie. Il est formé à la guerre froide. Trump est formé à la guerre froide aussi. Ce qui est étonnant, c'est que la Russie a soutenu Trump, comme vous le savez, mais Trump est contre Cuba. Or, il y a des liens toujours entre Cuba et la Russie. Vous voyez la situation triangulaire très, très complexe. Par rapport au Mexique, il y a une histoire qui est assez terrible à mon avis. C'est que Trump a fait des déclarations très péjoratives, très dures, en disant pourquoi on va ouvrir les frontières sud du Mexique, ces gens qui sont des délinquants, des voyous, etc. Comme ça, textuellement, je reproduis son discours. Et puis, plein de sans-papiers, etc. En effet, il y a, on calcule presque plus de 10 millions de Mexicains sans-papiers aux États-Unis. On calcule à peu près. Mais c'est difficile. Ils n'ont pas des papiers, on ne peut pas mesurer exactement. Mais plus de 10 millions. Alors, il veut tout de suite la construction d'un mur. Vous vous souvenez les thèmes, hein, c'était dit tout de suite. Trump dit on va construire un mur. Barack Obama ne construisait pas de mur. Bill Clinton ne construisait pas de mur. Ils ont créé l'ALENA. L'ALENA, c'est l'Alliance de libre-échange pour l'Amérique du Nord qui a été créée et qui est mise en place depuis 1er janvier 1994. Et c'est un espace vraiment de libre-échange. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne au niveau d'une monnaie unique, ou une charte fondamentale des droits de l'homme, ou la clause démocratique, ou une cour de justice. Rien à voir. Non plus le Mercosur, qui a un parlement, qui a des fonds structurels d'aide, etc. Le Mercosur se rassemble, vous savez très bien, à l'Union européenne. Non, c'est un espace de libre-échange. Alors, comme Trump a été élu aux États-Unis, vous le savez très bien, avec plusieurs, je dirais, couches de population, des suprémacistes, ceux qui pensent que la race blanche est supérieure aux hispaniques, aux afro-américains, etc., aux asiatiques. Donc cette couche de la population qui est rentrée au gouvernement a voté Trump. Deux, avec aussi les Cubains qui sont partis dans les 59, 60 vers Miami, ils votent en Floride et ils ont un poids électoral considérable. Donc ils votent aussi, ils ont voté pour Trump. Les Cubains de Miami ont voté pour Trump, pas pour Barack Obama. Ils votent généralement républicains et pas démocrates. Ensuite, vous avez une couche de population qui sont les ouvriers déclassés du Michigan, hein, Detroit, etc. Toute la zone dévastée par la désindustrialisation. Et j'ai analysé beaucoup, si jamais Trump, il menace de se retirer de l'ALENA, détruire l'ALENA et que le Mexique se débrouille. Parce qu'il accuse le Mexique d'avoir fait perdre 800 000 emplois aux États-Unis. Alors, les écrits que les Nations Unies ont produits disent les emplois perdus, ce n'est pas la faute aux Mexicains. C'est la faute à l'automatisation, c'est la faute qu'on a fermé des charbons, des mines. Hein. Bon, maintenant, Trump est en train de les rouvrir, vous le savez très bien. C'est-à-dire plus par une évolution économique des États-Unis que parce qu'on a donné du travail aux Mexicains. Donc, il veut sortir de l'ALENA, rester que le Canada et les États-Unis. Il a eu des réunions de travail avec Justin Trudeau déjà 2 fois à Washington. Il serait d'accord. Et le Mexique est désespéré aussi. Vous le savez pourquoi? Parce que ça peut provoquer au Mexique une perte entre 8 à 9 millions d'emplois directs et indirects. Directs et indirects aussi, ça veut dire des sous-traitants, etc., dans l'automobile, l'électronique, etc. Vous savez qu'il y a une zone qui s'appelle la frontière, hein, les maquiladoras, où on a délocalisé beaucoup des capitaux américains, on produit avec la main-d'œuvre mexicaine, et on exporte vers les États-Unis à 85%. Les différentiels des salaires est de 1 à 6 d'un ouvrier mexicain ou d'un ingénieur mexicain aussi, surtout des ouvriers mexicains, de 1 à 6. Donc les voitures, etc., sont beaucoup plus rentables de les produire au Mexique et de les réexporter. Il ne veut plus.
Donc, il a obligé à Ford de ne pas ouvrir une usine à San Juan de Potosí, au Mexique. Mais Ford va quitter la France aussi, vous le savez. C'est pas que le Mexique. Mais il s'installe en Chine, donc contradiction. Il n'y a pas de création d'emplois dans le Michigan. Donc, avec le Mexique, c'est à couteau tiré. Le président mexicain n'est pas allé du tout aux États-Unis. C'est pas sûr que le mur sera construit. À nouveau, le thème. Une chose, c'est ce que Trump dit dans les Twitter, et une autre chose, c'est ce qui va se passer dans la réalité. Il soutient beaucoup le groupe des patriotes qui eux-mêmes se substituent à la police ou à l'armée pour surveiller la frontière mexicaine. Et il y a eu un texte très important juridique qui condamnait un patriote parce que c'est pas un patriote qui est quelqu'un en général assez xénophobe qui fait la loi. Il y a des agents fédéraux, mais c'est pas un patriote, un citoyen américain qui doit garder la frontière. Le Mexique, c'est effectivement cette cause. Mais on va débattre parce que vous allez me poser des questions. On arrive au Venezuela. Et le Venezuela est une catastrophe, vous le savez, depuis les systèmes de Chavez, le socialisme du XXIe siècle, parce que ces colloques s'appellent les États-Unis au XXIe siècle. Mon thème, c'est les États-Unis et l'Amérique latine au XXIe siècle. Chavez a gouverné depuis 1998 jusqu'à 2013, qu'il est décédé. Maduro prend le gouvernement de transition. Il est élu, très mal élu, et il est au gouvernement. Il y a des élections en mai. Il y a des morts, des dizaines de morts. Il y a 2600% de taux d'inflation. Il y a une décroissance chaque année entre 6 à 15% des PIB négatifs. C'est une crise humanitaire majeure. Vous savez très bien qu'ils fuient partout, au Panama, en Colombie, etc. C'est des exilés politiques et économiques aussi, les deux. Et à un moment donné, qu'est-ce que Trump a fait? Il a dit je ne carte pas une intervention militaire. Il a fait un cadeau extraordinaire à Nicolás Maduro, parce que c'est pas comme ça. Il va pas dire je m'installe, je vais intervenir militairement. Non, il condamne, mais c'est pas militairement. L'Amérique latine tout de suite a dit non. Presque ils ont adhéré à Maduro, vous voyez, c'était pas possible. Mais Maduro est exclu par le Mercosur, qui l'a mis au placard, est condamné, par l'Union européenne, par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, par l'OEA, qui est l'Organisation des États américains. Et il y aura des élections, mais on a très peur, parce que probablement l'opposition ne va pas participer des élections. Pour vous dire, le maire de Caracas, Ledesma, est en prison. Le chef du tribunal de justice, Luis Ortega, a dû fuir en Colombie. Il y a beaucoup de prisonniers politiques, dont Leopoldo Gómez aussi. Donc c'est une situation assez catastrophique. C'est un pays qui vit, après la Syrie, on va dire, la situation politique la plus difficile à l'heure actuelle, ou la RDC aussi. Donc vous voyez qu'il y a des clivages très forts entre Trump et Barack Obama. Dernier détail, Barack Obama a soutenu les négociations de paix en Colombie. Il a envoyé un ambassadeur spécialement pour suivre les négociations de paix. Il était très content que Santos ait été élu pour négocier la paix en Colombie et le désarmement des FARC. Trump reçoit Uribe, reçoit les secteurs les plus durs, n'est pas d'accord avec les secteurs de paix. Il a dit à des émissaires colombiens en disant « Vous vous occupez trop de la paix et du désarmement des FARC et vous ne vous occupez pas de contrôler la drogue ». Et l'affaire de la drogue était quelque chose d'extrêmement grave, si vous voulez. Parce que, quand Trump dit c'est la Colombie le responsable de la drogue, c'est le Mexique le responsable de la drogue, bien sûr, il n'a pas complètement tort. Le Mexique est un narco-État. Et c'est des membres de l'armée mexicaine, des anciens membres de l'armée mexicaine qui ont créé ces narco-États et qui continuent à négocier, effectivement, tous les bénéfices de la drogue. Mais où est-ce qu'on dépose l'argent de la drogue mexicaine? Dans les offshore qui sont contrôlés par les États-Unis. Donc c'est un problème américain aussi. Et puis où est-ce qu'on consomme la drogue aussi? Le problème de la drogue est un problème d'offre et de demande, vous le savez, c'est pas seulement l'offre. Donc j'ai lu sur le thème, et 70% des blanchiments de l'argent de la drogue c'est fait dans les paradis fiscaux et les offshore contrôlés par les États-Unis. Donc tous les processus de paix, comme il y a des élections aussi en Colombie cette année, et risque, à cause de l'intransigeance de Trump, et de dire pourquoi négocier avec les FARC, on va s'occuper de la drogue, c'est une régression énorme dans ce sens-là.
Je pense que je vais répondre à toutes les questions, mais on va continuer à débattre, hein, parce qu'on m'envoie des messages. Où je peux continuer, je ne sais pas. Je peux continuer alors il faut lui dire ne pas m'envoyer des messages, que je dois finir. Je vais continuer parce qu'il y a des choses que je dois dire quand même. Barack Obama a créé l'Alliance pour le Pacifique. C'est quoi l'Alliance pour le Pacifique? C'est une zone de libre-échange constituée par le Chili, le Pérou, la Colombie et le Mexique, pour faire face à la Chine en Amérique latine. Je disais tout à l'heure, la Chine est le premier fournisseur, le premier client, si vous voulez, pour le Brésil, dans beaucoup des produits que le Brésil exporte, importe, pour l'Argentine aussi, et qui provoque à l'heure actuelle un désastre, parce que c'est la désindustrialisation de ces pays, avec l'utilisation de Monsanto, des OGM, etc., etc. C'est ça qu'on exporte l'Amérique du Sud vers la Chine, et une nouvelle division du travail. Donc, l'Alliance pour le Pacifique, c'est faire face à la Chine, mais la Chine est extrêmement présente. Et les États-Unis voudraient que cette Alliance pour le Pacifique soit le seul bloc régional important. Or, le Mercosur n'est pas aligné aux États-Unis. Le Mercosur est le plus proche de l'Union européenne, vous le savez. L'ALBA, qui est un bloc régional constitué par Cuba, Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, le Nicaragua, etc., est en décrépitude. Le Venezuela, qui était la puissance dominante de l'ALBA, est en perte de vitesse, mais vraiment. Et l'Équateur de Correa n'a pas voulu faire le leadership. Il y a Evo Morales, qui n'est pas un leadership de l'ALBA. Donc, j'ai ri beaucoup parce qu'il y a quelques mois, quand on était en campagne présidentielle en France, Mélenchon disait, on va quitter, il a dit textuellement, l'Union européenne, on va se rapprocher de l'ALBA, l'Alliance bolivarienne pour l'Amérique latine. Or, il savait très bien que l'ALBA était déjà en crise profonde et que c'est un bloc régional idéologique et que ce n'est pas un bloc régional des valeurs, une charte avec des valeurs fondamentales, des FEDER et des aides, etc., etc. C'est un échange des compensations. Pétrole pour Cuba, un échange de médecins, vous le savez, ça. Il n'y a pas de flou. Ce sont des marchandises qui circulent et un échange inégal aussi. Hein. Donc, c'est très intéressant comment les États-Unis aussi se positionnent. Ma conclusion, mais on verra une conclusion tous ensemble parce qu'on va débattre, c'est que Trump, pour lui, est important de l'Amérique latine, mais il a comme qu'il y aurait d'autres chats fouettés dans le monde. Il est plus inquiet par le Moyen-Orient, vous voyez, par l'Asie, ses conflits avec la Chine, etc. Donc, il a des positions très arrêtées, mais ce n'est pas sa préoccupation majeure, l'Amérique latine, à l'heure actuelle. C'est ma conclusion, mais on va redébattre. Oscar. Ah, j'ai le garde, parfait. Vous allez pouvoir poser des questions, on va faire tourner le micro, lever les mains pour poser les questions. Oui, quand vous Oscar donne le micro. va modérer le débat. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais revenir sur ce que vous dites par rapport au Venezuela. J'y suis allée plusieurs fois. Oui. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai pu voir de l'intérieur, et puis en discutant avec les personnes, c'est que le conflit interne du Venezuela, en effet, Maduro n'est pas un chef politique. Enfin, après Chavez, c'est compliqué, je pense. Mais du coup, l'opposition, qui a un contrôle quand même très fort sur notamment l'alimentation, etc., a posé des limites qui ont fait qu'il y a eu une pénurie qui a créé des désordres, sans compter la déflation du pétrole qui a mis à diminution feu et à du prix sang, du pétrole, oui, bien sûr. Le Venezuela. Donc, en fait, bien sûr. je sais pas, j'ai l'impression que quand vous dites que on sait que pas... la crise vénézuélienne, si vous voulez, Chavez était assis sur un puits de pétrole et il profitait du prix international du pétrole qui est arrivé à $120 le baril. Il a chuté à $45 le baril. Bien sûr que ça nuit des pays qui vivent de l'économie des rentes pétrolières, l'Angola, l'Algérie, le Venezuela. Ça nuit beaucoup d'autres pays. Mais il y a une particularité vénézuélienne, que le Venezuela vivait d'une économie des rentes et qui ne s'est pas diversifiée, et qu'au moment que le prix du pétrole tombe, bon, le chavisme ou Maduro était au pouvoir, mais ils ont distribué quand ils avaient du pétrole à un prix très élevé, mais après, c'est la pénurie. Et c'est ce que j'appelle le populisme économique. Et le populisme économique est très dangereux, aussi dangereux que le populisme politique. Voilà. Je vais répondre à une autre question.
Oui, bonsoir, merci pour votre conférence. Moi, j'ai une question par... Ah voilà, c'est vous, je ne pardon. vous voyais pas. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai une question sur, disons, la doctrine actuelle des USA. Comment on pourrait la qualifier? En fait, par rapport à l'Amérique latine? Par rapport à l'Amérique latine, oui. Est-ce que les USA considèrent toujours l'Amérique latine comme une chasse gardée? Oui. D'après ce que vous expliquez, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas, vu que l'Union européenne commence à dire il faut une politique d'ouverture. Voilà, l'Union européenne a une politique vers ces pays-là. Est-ce qu'on est toujours dans une doctrine où c'est chasse gardée, ou est-ce que les USA essayent de lutter contre les influences mais n'y arrivent pas, comme avec l'exemple par exemple de la Chine? Oui. Quelle est leur vision pour garder ces pays sous contrôle? Merci. Votre question est intéressante. J'ai expliqué que l'Europe a colonisé l'Amérique latine, mais qu'il y a 200 ans d'indépendance et que la puissance du XXe siècle qui a dominé l'Amérique latine économiquement, c'était les États-Unis, nettement. Mais dans certains pays, et notamment en Amérique du Sud, les pays du Mercosur, j'ai analysé que les plus grands stocks d'investissement étaient d'origine européenne. Les plus grandes exportations avant la Chine, avant l'émergence de la Chine, était l'Europe aussi. Et puis une question de valeur aussi. Ça sentait l'Amérique du Sud beaucoup plus proche de l'Europe que des États-Unis. Mais néanmoins, c'est pas parce que Trump a d'autres échafaudés, comme je disais, et que pour les Latino-Américains, ça peut être un effet d'aubaine. C'est-à-dire, s'il ne s'occupe pas de l'Amérique latine, il faut réfléchir, que tous les Latino-Américains réfléchissent à s'unir un petit peu. Mais l'Amérique latine est très divisée entre les ultralibéraux ou les conservateurs, et puis les socialismes du XXIe siècle, qui est un échec aussi avec des gouvernements populistes. C'est très difficile. Mais l'Europe s'approche par des valeurs, commercialement, mais je vous dirais que la puissance de la Chine économique, pas politique, parce que la Chine fait une présence commerciale, pas politique. Elle ne veut pas convaincre et changer des systèmes politiques en Amérique latine. Vous me comprenez? Or, les États-Unis continuent à penser que l'Amérique latine, c'est sa chasse gardée et qu'ils sont toujours un mot à dire la structure politique de l'Amérique latine. Ce n'est pas le cas de la Chine. Et j'ai observé qu'en Afrique, un petit peu pareil. La Chine a une présence très forte commerciale, économique, mais il n'y a pas de prosélytisme politique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un autre soft power ou hard power économique, bien sûr, mais c'est une autre manière. Mais je suis d'accord avec vous que c'est toujours la chasse gardée, militairement, militairement, parce qu'il y a des accords de lutte contre la drogue avec beaucoup de pays, lutte contre le terrorisme, etc. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais il y a ce qu'on appelle les frontières intelligentes à l'ALENA. Lorsque nous, ressortissants, on arrive soit au Mexique, au Canada, aux États-Unis, les États-Unis savent qui arrive au Mexique et qui arrive au Canada. Les frontières ne sont plus seulement celles des États-Unis, mais sont aussi celles du Mexique et du Canada. Donc, ils ont des mesures, surtout après les attentats de 2001, en septembre 2001. Et donc, il y a des accords de sécurité. Et la preuve, c'est que Trump ne qualifie pas Cuba d'État terroriste parce que ne l'est plus. Ils n'ont pas les problèmes avec Cuba que ce soit un État terroriste. Vous voyez, c'est pas ça. C'est une question de choix des modèles économiques plutôt et politiques. Par exemple, et avec le Mexique, il y a des relations terribles à l'heure actuelle, mauvaises, mais les accords de lutte contre la drogue et pour la sécurité territoriale sont toujours en vigueur, vous voyez. Donc, ils tiennent compte beaucoup de la défense, la sécurité, les renseignements, ça ils sont très présents. Voilà, j'ai répondu à votre question. Allez-y. Bien, bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, je voudrais un peu insister sur l'embargo. Oui, l'embargo des États-Unis. Avant 61, oui. Les Américains étaient vraiment de mèche avec des Batista. Là. Donc, oui. Ça veut dire que le fait qu'ils faisaient le jeu de leurs intérêts, donc c'était bien. Mais, par contre, il y avait aussi des problèmes sociaux. Ça veut dire que des inégalités, la pauvreté et tout. Mais en 61, quand il y a eu Che Guevara et Fidel, maintenant, ils ont déclaré l'embargo contre... Oui, et il est toujours en vigueur. Et 50 ans, pendant 50 ans. Et l'embargo, quand même, c'est faire souffrir un peuple. C'est une persécution. Moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'il ne faut pas
un peu plus tard, il ne faut pas qu'il y ait que des systèmes comme ça. Si on ne veut pas de quelqu'un, on fait souffrir son peuple pour arriver à ses fins. Oui. Embargo. Est-ce que le peuple cubain ne peut pas demander réparation pour ce genre de comportement? Oui, je vais vous répondre, bien sûr. Et je pense que l'Europe entière, beaucoup de pays d'Amérique latine, même le Canada, qui n'a jamais rompu les relations diplomatiques avec Cuba, le Mexique non plus, et pense que l'embargo est anachronique, qu'il ne doit plus exister et que c'est une punition anachronique. Simplement, le gouvernement cubain se sert de l'embargo pour confirmer son système politique économique. Et quand ils disent que l'économie cubaine ne marche pas, ils ne disent pas que c'est aussi par les choix économiques et politiques qu'ils font. Vous voyez, une économie centralement planifiée, 80% où l'armée profite des secteurs économiques, etc. Donc l'embargo peut être utilisé comme un alibi parfait aussi par le gouvernement cubain par rapport à ces choix économiques. Par ailleurs, il y a une perversion aussi du côté des États-Unis, vous avez raison, c'est que la présence des Castro en Cuba, c'était une garantie pour eux qu'il n'y aurait pas de flux migratoires, qu'ils n'étaient pas obligés de recevoir 11 millions de Cubains parce qu'ils allaient fuir. Donc c'est un double jeu, je t'aime moi non plus dans ces sens-là. L'embargo arrange aussi le gouvernement cubain. Je ne parle pas du peuple qui est très pénalisé, j'adhère à ce que vous disiez. Et par ailleurs, le gouvernement des États-Unis n'est pas prêt à recevoir tous les Cubains sur le territoire américain, surtout pas maintenant avec Trump et les Dreamers et les textes d'ACA, etc., etc., vous le savez. Donc, il faut voir que l'embargo, c'est comme Barack Obama est arrivé à La Havane, il a dit il faut que l'embargo cesse. Mais vous connaissez très bien les systèmes politiques américains. Ce n'est pas Obama qui décide que l'embargo va cesser ou pas, c'est la Chambre des représentants. Et la Chambre des représentants est dominée par des républicains. Et la Chambre des représentants ne sont pas prêts du tout à lever l'embargo. C'est ça le problème. Vous voyez, qui peut faire quoi? Même Trump, si aujourd'hui dit on va lever l'embargo, je ne crois pas, il le dira, la Chambre des représentants va s'y opposer. Barack Obama ne pouvait pas tout faire. J'ai lu la presse à Cuba, Granma, qui est une revue officielle, qui disait, ils expliquaient aux Cubains, même Obama ne peut pas relever l'embargo. Voilà, je vous laisse apprécier, bien sûr. Oui. Allez-y. Oui, je vais vous demander une petite chose. Bonjour madame. Bonjour merci monsieur. Pour l'exposé, merci. Qu'est-ce qui va gagner entre l'ALENA et le Mercosur? Oui. Parce qu'il y a aussi une autre question qui est derrière cela, c'est l'organisation des États américains qui a été abandonnée suite au rejet effectivement par le Brésil de cette parce qu'effectivement il y a une fronde. Donc les États-Unis finalement se retrouvent avec ce marché nord-américain, centra-américain. De l'autre côté, il y a le Brésil qui est en difficulté actuellement. Oui. Comment les choses, selon vous, pourraient être... Au niveau des blocs régionaux, hein, c'est ça la question que vous me posez. On ne sait pas si Trump va dire on quitte l'ALENA. Mais c'est très facile d'annuler l'ALENA. J'ai lu qu'en 8 mois, vous dites, comme un préavis de logement, je quitte mon appart. 8 mois. Ils disent, je vais quitter, et ils les quittent. C'est très facile, c'est un marché de libre-échange, vous voyez. Il n'y a pas un niveau d'intégration administrative, politique, institutionnelle comme à l'Union européenne. Donc c'est un marché, effectivement, de libre-échange. Le Mexique est en train de renouer avec l'Europe au niveau commercial. Avant l'ALENA, le Mexique commerçait 28% avec l'Europe. Après, il est tombé à 2,8%, 10 fois moins avec l'ALENA. Et après, maintenant, c'est à 7-8%. Il se rapproche de l'Europe, il se rapproche surtout de l'Argentine et du Brésil pour l'exportation agricole. Donc, ils sont en train de réorienter parce qu'ils n'ont pas de choix. Et si Trump se retire de l'ALENA, le Mexique rentre en crise économique grave. Et on calcule à peu près moins 6% tout de suite négatif le PIB. Vous voyez, en plus, 8 millions de chômeurs en plus, 8 millions, dans un pays pauvre. Et donc, le Mercosur, c'est une autre problématique, c'est l'Amérique du Sud, c'est le Brésil qui est en crise, malgré qu'il est septième puissance mondiale. Mais il n'y a pas de volonté de lier l'ALENA et le Mercosur. Ce sont deux blocs
structurellement très différentes. Les blocs les plus puissants et les plus dynamiques à l'heure actuelle, c'est l'Alliance pour le Pacifique, créée par Barack Obama et qui fait de libre-échange quelque chose comme un dogme. Mais il y a un problème avec Trump à l'heure actuelle. Non, si, bien sûr, parce que le Mercosur, c'est la façade atlantique et l'Alliance pour le Pacifique, l'Alliance, bien sûr, la façade du Pacifique. Mais il y a un problème, Alliance du Pacifique et Trump, c'est que Trump est protectionniste. Il est contre le libre-échange. Vous savez qu'il a gagné avec cet argument, hein, les élections aux États-Unis. On va fermer les frontières contre cette mondialisation qui porte préjudice aux États-Unis. Pourquoi délocaliser? Pourquoi exporter? Je veux faire America great again, etc., etc. C'est ça, hein. Il l'applique pour l'Amérique latine. Donc, l'Alliance pour le Pacifique sont très déconcertés du protectionnisme de Trump parce qu'ils sont libre-échangistes. Et il y a un débat entre les États-Unis et l'Amérique latine sur libre-échange ou protectionnisme, bien sûr. J'ai répondu à votre question. Vous voulez une question aussi? Et je n'ai pas l'heure. Hein. C'est vous, ça c'est sera la Oscar dernière question, et je vais le qui contrôle l'air. Allez-y. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposition. Je suis argentine. D'accord. En fait, ma question, c'est lié à cette... on voit clairement que l'Amérique latine, ce n'est pas une priorité dans l'agenda de Donald Trump. Ce n'est pas une priorité non plus en Europe. Mais on vient aussi de parler d'une crise énorme à Venezuela et on voit aussi des crises institutionnelles au Brésil et des gouvernements qui vont penduler à l'extrême droite. C'est ce qu'Oscar disait, en friche politique. Oui. Ouais, une crise politique. Donc en fait, ma question c'est qui ou quels les acteurs bénéficiaient de cette priorité de faire silence sur cette région. Donc s'il n'y a pas une urgence de priorité, il y a une priorité de faire silence sur ces régions et les crises qui existent. Oui, je ne pense pas que c'est faire silence sur la région. La région, à l'heure actuelle, économiquement, est importante. C'est qu'il y a une guerre au Proche-Orient terrible et que les failles des conflits à l'heure actuelle, ça passe pas, si vous voulez, entre l'Amérique du Sud et l'Europe, l'Amérique du Sud et les États-Unis, malgré les différences idéologiques importantes, etc. Vous avez une guerre entre le monde chiite et le monde sunnite qui est la guerre principale à l'heure actuelle. C'est Gilles Kepel qui l'a dit. Et comme vous lisez de la géopolitique, les conflits qui peuvent exister en Amérique latine sont des basses intensités par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Des basses intensités par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, c'est pas faire silence. C'est pas faire silence. Je ne pense pas. Simplement, depuis longtemps, les États-Unis sont beaucoup plus inquiètes, si vous voulez, pour le Moyen-Orient, surtout. La guerre commerciale avec la Chine aussi, hein, parce que la Chine, vous savez que les premiers créanciers des États-Unis, ils détiennent la dette américaine majoritairement. Donc, c'est ça. Mais comme vous disiez tout à l'heure, un des intervenants, vous, et l'Amérique latine continue à être un petit peu dans la doctrine Monroe, l'Amérique pour les Américains. Et ça, c'est un problème majeur, effectivement. C'est la fin de la conférence. Je vous remercie à tous d'être... Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus. C'est un grand plaisir d'être ici. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.